On va plonger aujourd'hui dans une histoire assez folle. Une histoire de vaches, de terres marécageuses et d'un procès qui a secoué toute une région au XVIIe siècle. Accrochez-vous, on part dans les Ardennes belges. Alors voilà, tout se passe ici, à la frontière entre deux villages, Auvifa et Robertville. On est au cœur de ce qu'on appelle les Hautes-Fagnes. Un paysage magnifique, fait de hauts plateaux, de tourbières, et à l'époque, chaque mètre carré de cette terre était absolument vital. Notez bien cette date, 13 juin 1628. On est juste après la Pentecôte. Et ce jour-là, un événement va mettre le feu aux poudres et déclencher une bataille juridique qui va durer des années et des années. Il faut imaginer la scène. Un certain Thomas Joinstienne, qui est gardien des terres pour le village d'Auvifa, voit passer le troupeau de bétail du village d'à côté, Robertville. Et là, il ne réfléchit pas, il saisit le troupeau entier. Pas une ou deux bêtes, non. Tout le troupeau. Et hop, il l'emmène et l'enferme au château de Reinhardstein. C'est un acte de guerre quasiment. Ce coup de force, cette prise d'otage de bétail, ce n'est en fait que l'étincelle. L'étincelle qui va enfin faire exploser des tensions qui couvaient entre les deux communautés depuis très très longtemps. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi en arriver à une mesure aussi radicale ? La réponse, en fait, elle n'est pas dans la méchanceté des hommes. Elle est dans la terre elle-même. C'est une question de survie. Et voilà l'objet de toutes les convoitises, la Fagne des Ouaises. C'est une immense lande, une tourbière, et c'est surtout là que les bêtes peuvent paître. Au XVIIe siècle, c'est simple. Pas de pâturage, pas de bétail. Pas de bétail, pas d'économie. Cette fagne, c'était le poumon économique des villages. Avec la saisie du troupeau, on n'est plus dans une simple querelle de clochers. Non, l'affaire prend une toute autre dimension. On passe à une véritable guerre juridique. Et c'est parti pour un procès long, épuisant et qui a coûté une fortune aux deux villages. 6 ans de procédure. Imaginez l'énergie, l'argent, les ressources que ça a pu engloutir. Et attention, ce n'est pas le petit tribunal local, hein. L'affaire est carrément montée jusqu'à la Chambre impériale de Wetzlar. Pour faire simple, c'est la Cour suprême du Saint-Empire romain germanique. Ça vous donne une petite idée de l'importance de l'enjeu pour ce bout de fagne. Alors, en résumé, tout démarre en 1628 avec la saisie des bêtes. Un an après, premier rebondissement. Le seigneur local, qui est un peu l'arbitre, décède. Ça complique tout. Et puis en 1632, le procès prend une tournure incroyable, on y reviendra, avec des témoins centenaires appelés à la barre. Le verdict final ne tombera qu'en 1634, 6 longues années plus tard. C'est là que l'histoire devient absolument fascinante. La Cour doit démêler des droits qui remontent à plusieurs générations. Alors face à ce casse-tête, les juges se tournent vers la source la plus fiable qu'ils aient, la mémoire vivante des anciens. C'est toute la question. À l'époque, les droits sur les terres se transmettaient beaucoup à l'oral. Alors comment un village peut-il prouver que cette parcelle lui appartient depuis toujours ? C'est parole contre parole, finalement. Ça fait réfléchir, non ? Quand on regarde une carte, on voit des lignes qui nous paraissent fixes, objectives. Mais combien d'entre elles ne sont en réalité que l'écho lointain d'une dispute de voisinage qui a eu lieu il y a des centaines d'années ? Et si un nom de famille ne venait pas d'un métier ou d'un lointain ancêtre, mais tout simplement d'une colline ? C'est une histoire assez incroyable, celle de la naissance de l'héritage de Monty, qui commence avec une seule décision et un seul lieu. Alors, pour commencer, un nom né d'une terre, tout part de là, littéralement de la géographie. Avant de plonger dans cette histoire particulière, on peut se poser une question qui est assez universelle. Au fond, d'où vient un nom de famille ? Souvent, on pense à un métier, un trait de caractère, ou, comme on va le voir ici, d'un endroit bien précis. Pour la famille de Monty, la réponse est là, gravée dans la langue. Le nom, c'est toute une évolution. On part de Monty, qui désignait ceux qui venaient des Montis. Dans le parler local, ça donnait d'où les Montis. Autrement dit, ceux d'en dessous des monts. Le nom est littéralement sorti de terre. Mais ce qui est fascinant, c'est que la famille était déjà dans la région depuis presque 200 ans avant même que le nom des Monty n'existe. On a des traces qui remontent à un certain Rosard, en 1411. Il a fallu attendre 1600 pour que l'un de ses descendants, Jacquemot, reçoive le surnom qui allait tout changer. On en vient donc à la deuxième partie, Jacques Mort, l'homme des monts. C'est vraiment le personnage central, celui par qui tout arrive. Tout bascule aux alentours de l'an 1600. L'histoire, en soi, est toute simple. Un homme déménage. Mais ce simple déplacement sur une colline va donner naissance à un nom qui va traverser plus de 400 ans d'histoire. Alors, voilà comment ça s'est passé. Jacques Mop habitait en bas du village, dans un endroit appelé la Coulée, et il a décidé de construire plus haut, sur le flanc de la colline, un lieu dit sous les Montis.
Pour tous ses voisins, il est donc devenu tout naturellement l'homme de Monty, celui qui vient des monts. Et attention, ce n'était pas juste un petit surnom entre voisins. En 1597, c'est officiel. Dans un acte, Jacques Mot transmet à ses fils non seulement ses biens, mais aussi deux noms, Féchir, l'ancien, et de Monty, le nouveau. C'est l'acte de naissance officiel d'une nouvelle identité familiale. Troisième partie, les premières branches. À partir de cette racine unique, l'arbre généalogique commence à s'étendre, et chaque nouvelle branche va avoir sa propre histoire. Il suffit de regarder deux de ses descendants pour le voir. D'un côté, il y a Léonard de Monty, un berger dont le témoignage a été crucial dans un grand procès en 1632, et de l'autre, son cousin, Jean de Monty, qui lui est mort en héros en défendant son village en 1654. Deux destins bien différents, mais un seul et même nom. On passe à la 4e section, un héritage dispersé. Parce que le nom est né dans ce petit village de Vifa, mais il était destiné à voyager. Au fil du temps, la famille s'est dispersée. Dès la fin du XVIIe siècle, une branche part s'installer vers Bilstein et Liège. Un siècle plus tard, un mariage ancre une autre lignée à Sourbrode. Et au XIXe, c'est au tour de Verviers d'accueillir des Desmonty. Pendant tout ce temps, à Auvifat, la lignée originelle, elle, est restée sur place. On voit très bien cette expansion sur plus de 2 siècles. Au XVIIe, la famille c'est un point concentré à Auvifar. Au XVIIIe, ça commence déjà à s'étendre. Et au XIXe, les de Monty sont devenus une présence bien établie dans toute la région, loin, bien loin de leur colline d'origine. Mais cet héritage, il n'est pas seulement dans le nom de famille, il est aussi gravé dans la pierre. Il y a des maisons familiales historiques qui sont encore debout aujourd'hui. Et là, la connexion avec le passé est remarquable. La maison Amon de Monty est aujourd'hui occupée par un descendant direct. L'histoire vit littéralement entre ses murs. 5e partie, un trait familial tenace. On arrive à l'héritage le plus surprenant. Ce n'est ni le nom, ni les pierres, c'est génétique. On parle de plus de 600 ans d'histoire familiale. Mais à travers tous ces siècles, un lien commun est resté plus visible que n'importe quel autre. Un trait physique bien particulier qui a traversé les générations, comme une signature familiale, la figure allongée et les joues pendantes. C'est une connexion vivante, un véritable écho génétique des ancêtres communs. Ce trait physique si distinctif, il réapparaît chez des descendants de branches pourtant séparées depuis des siècles. C'est un héritage qui se voit, qui se transmet de visage en visage.